Moi, j'ai toujours eu des rapports très francs avec mes enfants, comme j'ai avec mes amis d'ailleurs. Mais moi je me... Alors, souvent, comme les gens qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent dis-moi, allez, donne-nous un tuyau, dis-moi comment t'as fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire et compagnie. Je lui dis, écoute-moi, garçon. Je vais te faire gagner du temps. Le mur, il est en face. Parce que... Alors, et je mets les grands guillemets, c'est une réussite. Je vais finir ouais. C'est une réussite, mais à quel prix la réussite? Quand tu prends mon cas, j'ai passé 12 ans de placard, donc j'ai bouffé ma jeunesse, j'en ai 55, donc t'enlèves 12 ans, qui sont sans doute les plus importants. C'est plus que la moitié de l'âge d'Alexis. Ouais. On fera un petit schéma pour les gens, pour qu'ils comprennent. C'est le plus important. Et à la fin, je suis à sa table, je parle et je parle avec lui. Et à la fin, tu te rends compte que tu dis... Alors moi, entre guillemets, il n'y avait pas de choix parce que c'était ça où on finissait red carpet. Et après, tu te dis, moi je prends mes enfants, alors si tu prends la scolarité de mes enfants ou le milieu social que mes enfants ont vécu, on peut leur parler de leur père, mais ce père-là, ils ne le connaissent pas, puisqu'ils ont grandi dans le 7e, ils ont fait Saint-Clotilde, ils ont fait Paul Claudel dans les écoles privées, ils ont fait les meilleures écoles. Danemark, là. Voilà, ma fille, elle a fait la Royal Academy du Danemark, elle a fait Pratt à New York. Ils regardent ça en image, mais le parcours. Ouais. Mais la réalité, c'est que moi, quand je quitterai ce monde, les enfants d'eux, c'est la génération après moi qui sera des fils d'eux, qui auront fait. Moi, ça sera le derrière. Mais la base, elle est où? Elle est là. C'est le vieux daron qui est parti de rien, qui l'a fait. Ça mérite qu'on trinque à ça quand même. Ouais. Le vieux daron qui a... Le vieux daron, ouais. Le vieux daron, putain. Mais tu sais ce qui est... Ils l'oublieront, ça. Le vieux pépère, comme t'aimes dire. Ils l'oublieront parce que... Le nom restera. Non, le nom, ils l'ont. Mais ils oublieront comment ça fait... Tu sais pourquoi? Comment c'est arrivé, ouais. Parce que ça leur parle pas. Et ouais. Ils n'ont pas connu ça. La réflexion vers laquelle je vais en ce moment, c'est, je regardais les maximalistes, les bitcoin maximalistes par exemple, qui sont en mode bitcoin, ça remplacera le dollar, ça remplacera la voiture, ça remplacera tout. Genre je crois que en ça, je possède que ça, j'ai échangé ma femme contre du bitcoin, que du bitcoin quoi. Donc j'observais ces mecs, parce que j'aime bien les comportements radicaux, et en fait je me suis posé la question, si je suis stratégique, je devrais être un maximaliste de quoi? Et la réponse est, je veux être un maximaliste d'un truc que je contrôle, parce que bitcoin, je contrôle pas le prix. Et en fait, je suis un Tougan maxi. Alors vu comme ça fait autosuçage, narcissisme sur stéroïdes, mais si tu réfléchis bien, ton meilleur asset c'est toi, le truc que tu contrôles le plus c'est toi, et à travers toi, ça peut être ton audience si tu choisis d'être une personne publique ou semi-publique, ton réseau professionnel, ta réputation professionnelle auprès des gens avec qui tu as envie de travailler, tes compétences, ta sécurité, ta santé, ton sommeil, etc. quoi. Et donc en fait, pour moi la réflexion elle va être un maxi de sa personne. Et tout ce qui est business n'est qu'une conséquence naturelle inévitable. Et c'est vachement important, une conséquence naturelle inévitable. C'est si t'es foutrement bon dans ce que tu fais et que t'es foutrement toi-même, en fait pour être très bon il faut être soi-même parce que si tu veux compound sur des mois et des années dans une direction, si tu joues un rôle, ça marche pas. Je veux dire tôt ou tard t'es grillé, tôt ou tard t'en as marre, tôt ou tard tu pètes un câble. Il y a plein de youtubeurs comme ça qui essaient d'être sympas en mode ouais, je suis un mec sympa mais bon dans le fond, tôt ou tard ils craquent, hop, ouais, tôt ou tard ils vont choper un abonné qui est mineur et bim tu vois. Et tu vois, le mec il joue un rôle mais en fait c'était des fils de pute tu vois. On a vu passer ça. Et pas des fils de pute honnêtes, des fils de pute tout court tu vois. Donc en fait jouer un rôle tout tard ça craque tu vois. Donc en fait si t'es toi-même, dans mon cas moi j'estime être un fils de pute honnête, fils de pute certes mais honnête, j'ai quand même des règles et une morale quoi. Et bien je compound là-dessus, je développe mes compétences, je développe mon réseau, je développe je dirais mon embryon de communauté et puis finalement faire des affaires, faire des partenariats, rencontrer des gens, closer des mecs, recruter des gens, être recruté pour rejoindre des équipes sur des projets particuliers Web 2, Web 3, bah ça se fait naturellement en fait. Donc être un maxi de sa personne et finalement je dirais, les résultats économiques sont la conséquence naturelle inévitable de ça. Qui a l'humilité
possibilité de dire écoute, vas-y, t'as raison, tu viens de m'apprendre un truc, merci, je vais l'appliquer. Personne. Bah ok, bah vous êtes très gentil. Ouais, en effet, j'apprends de tout le monde, mais en fait, on pourrait presque considérer que c'est de l'égoïsme, parce qu'en fait, j'apprends de tout le monde. Et c'est-à-dire que je cherche à apprendre de tout le monde. C'est pas que j'apprends de tout le monde, c'est que je cherche à apprendre de tout le monde. Et je pense vraiment qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. Tous les business que j'ai lancés jusqu'à présent, tous, je me suis demandé, ok, donc on parle d'un business, je fais l'expérience client du business, et je me dis, je suis à combien sur 10 là ? Je suis à combien sur 10 sur l'échelle de satisfaction, okay. Donc tu te mets à la place du mec. Non, je fais l'expérience client. Je me dis, je suis à combien sur 10 ? J'ai ma réponse. Et ensuite, j'interroge les personnes que j'ai autour de moi. Je suis à combien sur 10 ? Je fais une moyenne et j'essaye de voir ce que je peux amener. Et donc, j'apprends vraiment de tout le monde. À chaque fois que je lance un business, pendant un mois avant le business, je prends le métro. Et dans le métro, je fais des enquêtes de satisfaction dans le métro. Vas-y, ça se passe comment ? Ça me fait kiffer. Ah bah ça se passe de manière très simple. Je sais pas, par exemple, la dernière boîte dans laquelle j'ai investi, je crois que c'est les hot dogs. Je suis pas sûr. Je crois que c'était une boîte de hot dog qui s'appelle Benny's Hot Dog, que j'embrasse d'ailleurs. Et il me faut le rapport d'activité d'ailleurs. Je sais pas quand ça sera, mais c'est toujours le même étant donné que je crois que c'est la dernière boîte où j'ai investi. Ah, tu m'avais déjà parlé de lui. Est-ce que c'est la dernière boîte où j'ai investi ? Je sais pas. Bref, en tout cas, lui, bon bah, je viens avec des hot dogs dans le métro. Et j'explique la situation. Bonjour, je m'appelle David Broman, je suis un entrepreneur, je m'apprête à investir dans cette société. Est-ce que je peux vous faire goûter de hot dogs ? Regardez, ils sont fermés. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez ? Et j'écoute et je note. Lourd. Et pour ça, pour toutes les boîtes. C'est vraiment du lean startup de base, tu vois. Tu vas, t'écoutes, tu pivotes, quoi. C'est ma clientèle. Ouais, mais c'est lourd, mais il y a tellement peu de personnes qui font ça. Et c'est quoi le feedback que t'as pris genre là, par exemple, donc, les gars ils déballent, évidemment il y a beaucoup qui disent oui, t'as un charclot qui est refait qui t'en prend deux, ça graille, et ils disent quoi ? Ils disent juste Ils me donnent bon. des vrais feedbacks. Ça a été d'ailleurs, c'est filmé du coup, donc je pourrais peut-être vous faire passer le pack d'actionnaires qui explique les conditions pour lesquelles j'ai investi. Donc il faut changer le pain. Parce que le pain il était trop sec, que s'il changeait pas le pain, il n'avait pas la deuxième partie de l'argent qu'il devait avoir. Lourd. Ensuite c'était l'emballage, donc il devait changer le packaging, il avait le sien, et moi je voulais que ça soit sur du papier Le Parisien, le journal Le Parisien, vous connaissez ? Ouais, bien sûr. Ok. Je voulais le sulfuriser pour que ça soit un truc parisien. Voilà, donc que ça soit fait dans du papier journal parisien. Donc ça aussi c'est un truc qui avait écrit dans le pack d'actionnaires. En fait, voilà, mon seul job c'est de me dire qu'est-ce qui fera en sorte que cette situation soit mieux. Et une fois que je le fais, bah, je le contracte et on y va. Donc, En fait, ce qui est fou, c'est que tu comprends que quand tu commences à appréhender les gros domaines de vie, la communication, les finances, la tech aujourd'hui, c'est un vrai sujet, peut-être même AI. Exactement. En tout cas, ces gros domaines de vie, si tu as quelques années, quelques centaines d'heures au minima d'avance par rapport aux autres, tu es une autre personne. C'est-à-dire que tu es vraiment un super-héros à part entière. Exactement. Et je crois que c'est trop intéressant parce que je pousse vraiment les gens à, même si c'est pas forcément faire des études dans la finance, tu vois, à garder un esprit critique et à essayer de comprendre les trucs. Moi, ça me fascine que les gens, tous les jours, ils double-cliquent, ils foutent des coups de carte et ils se posent pas de questions, tu vois. Ils se disent, attends, mais d'où vient l'oseille, par où est-ce qu'il transite, comment fonctionnent les banques, pourquoi d'ailleurs une banque existe, parce que si une banque existe, c'est par définition, elle est rentable avec son business model. Exactement. Et qu'est-ce qui fait qu'elle soit rentable? Donc, attends, mais je comprends pas, ils utilisent mon argent, mais c'est des voleurs, oui, non. En fait, juste, c'est trop important de se dire, et c'est pour ça que les finances, c'est un truc qui me fascine. Tous les jours, on utilise un truc qui s'appelle l'argent. Exactement. On sait pas ce que c'est. Exactement. Et ça me dépasse. Mais ça fait partie, si tu veux, des trois, on va dire, grands mystères de l'humanité. C'est Dieu, bien sûr, l'argent et l'amour. Ah ouais, c'est clair. C'est ça, tu vois. Et en fait, c'est très intéressant de se dire que sur ces problématiques qui ont bercé et animé l'humanité, si tu veux, depuis des centaines de milliers d'années, qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est de se dire, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, même d'un point de vue philosophique, d'un point de vue moral, d'un point de vue civilisationnel, tu vois. Et pourtant, on n'en parle pas. On nous parle beaucoup de choses intéressantes à l'école, mais si tu veux comprendre d'où vient l'argent, comprendre qui le crée, qui le contrôle, quels sont ses effets, quelles sont les conséquences, quel est aussi notre rapport à l'argent, qui n'est pas nécessairement un rapport de se dire, ok, j'ai beaucoup d'argent, ça fait de moi quelqu'un de d'aisé, ça fait quelqu'un de moi de supérieur ou d'influent. Non, c'est aussi de se dire, ok, quel est le pouvoir et la responsabilité que j'ai? Pourquoi j'ai de l'argent? Pourquoi je veux avoir de l'argent? Et qu'est-ce que je veux en faire? Et quel est ce pouvoir, tu vois? Et non pas de se dire, ok, je travaille, j'ai de l'argent et si tu veux, je reste cantonné à
mon petit périmètre de consommateur, tu vois, d'observateur, tu vois, et de se dire finalement je vais essayer de rester discret parce que je ne veux pas attirer la jalousie, tu vois. Et encore une fois, ça se respecte, ça se comprend. Mais comme tu le dis, à très juste titre, la réflexion critique est quelque chose qui est extrêmement important dans ce domaine comme dans bien d'autres. Nous, le nombre de fois où on rentre dans des boîtes et où les types, ils ont une idée précise en tête, mais comme en fait, ils connaissent pas réellement ce que c'est vendre, et que tu vois, du coup, ils ont plein de préjugés, plein de stéréotypes, ils pensent que ça fonctionne comme ça, que ça c'est possible d'entrée de jeu. Ils ont une construction du monde, un paradigme qui est faux, tu vois, par rapport à ce que nous on sait et au retour qu'on a. Et du coup, là où je te retrouve, c'est qu'en fait, nous on a toujours, tu sais, moi j'ai tourné une vidéo à ce sujet, parce qu'en gros, il y a beaucoup de mecs qui me disaient, ouais, vous avez un gros écosystème. Parce que tu sais, il y a plein de boîtes, on fournit plein de services. Ils nous ont dit, attends, mais comment vous êtes démerdés pour créer cet écosystème? Et moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est, écoute, mec, on a passé 1 an de nos vies à prendre 10 appels par jour sans jamais dire non. Sans jamais dire non. C'est-à-dire que, en gros, 100% des appels, la question c'était, quel est ton besoin actuel? Whatever ce qu'on avait comme besoin en face, ça pouvait être un bateau, une voiture, un kilo d'or. On disait, mec, on est les meilleurs là-dedans, laisse-nous 48 heures et on revient vers toi. Et là, tu raccroches, t'as le cerveau en ébullition et t'as 48 heures pour taper toutes les portes et pour essayer de délivrer le produit, tu vois. Et donc en fait, je me retrouve très bien dans ce que tu dis parce que nous, ça a été même la création du business. Parce que moi, mon sujet, ça a été toujours dire, j'ai une grosse crainte de passer du temps sur un truc qui rapportera rien. Moi, tu vois, je ne comprends pas les gens qui arrivent à passer un trimestre, un semestre sur une DA, sur un UX, sur un développement de quelque chose, sans jamais avoir testé le marché. Mais je te jure, ça me met dans un stress qui est fou, tu vois. Et moi, ce que je me suis dit, c'est je veux être à l'inverse de ça. Comment est-ce que tu fais? Bah mec, tu vas demander aux gens ce dont ils ont besoin. T'as pas encore les produits, tu vas leur délivrer, tu vois. Bah, c'est les gens qui restent trop sur leurs produits. Généralement, ils sont experts. Ils veulent être ultra experts de leur thématique en disant, tu parlais du X ou quoi que ce soit. On veut délivrer un truc ultra quali. Il y a énormément de peur sur un truc comme ça. En fait, c'est un comportement de peur. C'est, je reste dans mon truc. J'ai plein de gens en tête, hein, cet aspect-là, ou des gens qui ont une compétence, une expertise de malade dans un domaine. Ils disent, on va bosser notre sujet. Et en fait, ça m'arrive il y a pas très longtemps. Et la personne qui me contacte, mais ça fait quasiment 1 an. Tu es sur un truc de recherche qui certes va apporter énormément de plus-value aux gens que tu vas targeter, mais tu n'as aucun contact de gens qui veulent ton produit et ton service aujourd'hui. Donc oui, certes, ton produit il est peut-être révolutionnaire, mais moi ce qui me fait peur, et c'est un peu ce que tu disais, c'est mais en fait ton produit tu l'as construit sans feedback, ça veut dire? Donc comment sans feedback tu peux avoir la certitude que ton produit il est extraordinaire? Genre c'est surtout que ça s'appelle de la branlette. Tu viens de te taper une branlette pendant 6 mois sur un sujet en disant que ça va pas fonctionner. Donc c'est-à-dire que l'inertie de maintenant d'aller vendre, mais en fait c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et toi t'es persuadé que ton truc. Donc là tu rentres dans un délire qui est extrêmement dur et puis en plus, imagine, t'as passé 6 mois de ta life à te convaincre tous les jours. Parce que tu sais, quand tu travailles sur un projet, tu mets du temps, de l'énergie, de l'amour. T'en parles aux personnes, tu mets de l'argent, t'es skin in the game, tu vois. T'as passé 6 mois de ta life à croire dans ce projet comme la prunelle de tes yeux. Et du jour au lendemain, tu dois t'auto-convaincre qu'en fait, c'était pas le bon truc. Je sais pas, je cours derrière un truc. En fait, je cours après le bonheur, tu vois. Truc, et du coup, t'es jamais satisfait. Et c'est peut-être un truc aussi d'entrepreneur, ça, où on n'est jamais vraiment satisfait, on a toujours une peine, on a toujours une douleur, tu vois. Ah, de ouf. Et c'est ça qui fait, qui nous différencie, donc peut-être on a une c'est ça le truc, c'est que, ouais, en plus c'est ouf parce qu'on en parlait hier, mais le truc c'est que ce truc qu'on a au fond de nous, à la fois, le good side, je pense, c'est que ça nous donne une grinta de malade, et que tous les matins on est là, vas-y, on veut arracher le monde, alors qu'en vrai on gagne bien assez d'argent pour vivre comme il faut, on est en bonne santé, on a notre famille qui va bien, etc. Enfin moi pour l'instant, tu vois, les trucs qui sont vraiment importants sont là et j'ai pas besoin de plus, mais on est là en mode vas-y, il faut arracher le compteur. Par contre peut-être que le downside, on a grave discuté hier, c'était intéressant, c'est de se dire que est-ce que tu profites, tu vois. Et tu vois, là mec, ce matin, on s'est fait une réflexion, mais tu sais que, mec, c'est le 26 janvier là. Mec, c'est une dinguerie, 26 janvier, tu vois. Mec, le jour d'avant, c'était hier, tu vois. Et ça, c'est ouf. Tu te dis, là, mec, il y a 1/12 de l'année qui vient d'exploser comme ça. En l'espace d'un claquement de doigts, tu vois. Et mec, et comme on kiffe ce qu'on fait, on voit pas, tu vois, ça va trop vite.
Et il y a un sujet de se dire, putain, est-ce que l'équilibre est bon, tu vois? Est-ce que d'un côté, ok, on a un compteur, on va le faire fracasser et tous les jours on est là à travailler comme des dingues pour que ça marche, mais est-ce que de l'autre côté, on va pas se retourner dans une demi-heure, mais en fait, il y aura 30 piges qui sera passé, tu vois? Je pense qu'il faut avoir une vision de sa vie, tu vois, réussir à imaginer, parce que ouais, c'est des questions aussi que tu vois, je me suis posé et qu'on se pose tous, je pense. Ah oui, bien sûr. Les gens ils font style, ils se les posent pas, mais arrêtez un petit peu. Bah ouais, genre c'est un truc de, moi je pense que tu dois un peu visualiser, en fait tu dois visualiser ta vie, donc c'est quoi l'échelle d'une vie humaine, c'est 100 ans. Tu regardes ce qui se passe en 100 ans, tu vois, il se passe plein de trucs, il se passe plein de trucs, tu vois, en une centaine d'années, et c'est bien aussi de regarder un peu l'histoire. Et justement de se projeter, de se dire, mais moi je veux quoi comme vie, tu vois. Genre, bon, il y a des choses qu'on connaît pas, tu vois, mais dans ce que tu vois, dans ton radar, tu vois, dans ce que tu connais de la vie, dans ce que tu vois de maintenant, c'est quel type de vie que tu veux, tu vois. Et il y a T'as la réponse, toi, ça? Comme ça? Pour moi? Ouais. Bah, moi je sais qu'en fait, comme je t'ai dit, je suis très curieux, il y a beaucoup de choses que j'aime, et moi j'ai un problème, c'est que je veux expérimenter beaucoup de choses, et en fait, j'aime beaucoup de trucs, et je veux être très bon dans beaucoup de choses. Sauf que t'as une vie, t'as un temps imparti, ouais. Et en fait, tu peux pas être très bon partout. Il faut faire des choix. Et c'est ça le fameux. Pour moi, c'est ça mes sacrifices. C'est qu'en fait, j'aime beaucoup de choses. Par exemple, bon, pour être plus classique, bah, t'aimes ta famille, t'aimes ton business, t'aimes la performance, t'aimes peut-être la musique. Mais à un moment, genre, tu dois faire un choix. Et tu peux, par exemple, comme t'as parlé d'équilibre, chercher une vie équilibrée. Donc voilà, je passe du temps avec ma famille. Je passe du temps avec mon business. Ouais. Sauf que ce sera pas le meilleur, mec. Sauf que ce sera pas le meilleur. Ça peut être bien pour certains si c'est ton choix. Et t'en as d'autres qui vont se dire, bon bah moi, en fait, si je suis pas assez bon sur ça, par exemple, je sais pas, dans ma boîte, je sais pas si j'atteins pas ce niveau-là. On parle même plus d'argent, on parle d'atteindre un certain niveau en fait. Tu vois, quand t'es milliardaire, c'est pas trop pour l'argent que t'es milliardaire. C'est clair. C'est bon, t'as d'autres leviers, tu vois. Tu peux impacter sur plein d'autres choses. Et après, voilà, c'est un esprit de compétition et c'est un choix, moi je pense. On avait écouté tous les mecs qui nous ont cassé les couilles et qui nous font des leçons de morale à la con. Toute la journée, on le ferait pas. Mais juste pour revenir sur l'histoire du regard des autres, en fait, il y a un truc qu'on n'arrive pas à dissocier, c'est que parfois le regard des autres, c'est important et parfois ça l'est pas. Je te donne un exemple. Alors c'est un super mauvais exemple, tu m'as jamais vu habillé convenablement, je suis sûr à 100%. Jusqu'à la semaine dernière, j'avais pas de chemise. Ah ouais? C'est pas un truc, ça me gonfle. Et je vais pas en avoir une histoire de dire soit j'en ai pas, soit j'en ai. Et en fait, j'ai pris une décision, je me suis dit en fait, la façon dont t'es habillé a un impact énorme et ça a un impact sur mon business. En fait, je suis à un moment là où être habillé comme un guignol, ça passe plus. Il y a pour plein de raisons différentes. Et donc je me suis dit, ok, vas-y. Là, ça a de l'impact, ça a de l'importance. Make sense. Et c'est pour moi, tu vois. C'est pas pour les autres que je le fais. C'est parce que si je veux continuer à grandir dans ma carrière, si je veux machin, il faut que je mette un costard. Pas de problème, je vais mettre un costard. Sur mesure. Et là, mais t'inquiète, la totale. Ouais, tu me connais, bien sûr. J'ai monté une usine de costumes. Moi, chez 4 mecs, on a acheté 50 000 € de machine et c'est parti. mais en fait, ce truc-là, en fait, il y a des moments où le regard des autres est important, il faut jouer avec. Et moi, je l'ai eu. On a négocié un très très gros deal il y a quelques temps. On a signé un contrat à 20 millions, tu vois, un truc sérieux. Et moi, habillé comme je suis habillé tous les jours, on arrive le premier rendez-vous. Et je sais pas pourquoi, en plus, je mets un polo. Ça m'arrive jamais de mettre des polos. Donc je suis un peu moins pas classe que d'habitude. C'est que j'ai pas un t-shirt troué avec des taches. Non, pas de taches, mais un t-shirt troué peut-être, tu vois. Et le type, ils arrivent en face, ils sont tous habillés, sa mère, ils ont tous des costards à 10K. Sapé de ouf. Et là, mec, nous, on était deux guignols habillés comme des zouaves. Et là, tu descends, et en fait, je me suis dit, a posteriori, je me suis pas rendu compte tout de suite que je veux plus jamais me retrouver dans cette situation. Ah, tu t'es senti... Bien sûr, je me suis senti sous sapé. Et en fait, au moment où ils sont rentrés et que j'ai vu comment ils s'étaient habillés, j'avais déjà perdu la négociation. Alors on a négocié un truc cool, on a machin, mais psychologiquement, j'étais déjà inférieur. Je veux jamais me retrouver inférieur dans une négo juste parce que je suis habillé d'une façon X ou Y. Et que tu le veuilles ou non, le costume c'est un uniforme. Autorité. C'est l'autorité. Et que en fait, si tu le portes bien, tu peux écraser des mecs. Évidemment. Quand t'arrives, ça impose du respect qu'un t-shirt n'imposera jamais. C'était cool d'avoir un t-shirt d'une négo à 20 millions il y a 15 ans quand personne n'en avait. Ouais. Et que j'avais. Mais maintenant, c'est devenu un game. Maintenant, c'est les mecs des startups. C'est juste un peu. Tu te lèves le matin. Imagine. Non mais frérot, tu te lèves le matin, tu te dis,
qu'est-ce que je fais dans ma journée pour pouvoir mettre mes réseaux. Oui, tu vois. après, c'est un métier. hein. Et lui, genre, il m'a dit, Mais, j'ai arrêté tu sais, parce que j'étais en overdose, tu vois. Et le plus triste là-dedans, parce qu'on parlait des faux riches, c'est des mecs qui commencent à bien faire, à bien gagner, mais qui ont honte parce qu'ils ont l'impression qu'il y a d'autres mecs qui gagnent beaucoup. Et genre, moi, j'ai rencontré des mecs, tu sais, genre, qui font 10 000, 15 000, mais genre, ils sont ultra jeunes, ils sont même plus jeunes que nous, tu vois. Et ils veulent fake parce que, bah, ils se disent, putain, ouais, mais il y a des mecs qui font 100 000, etc. Et C'est un peu le bureau de 9 mètres carrés. Quoi. Mais ouais, mais c'était un truc de. Ouais. Oh putain. Ah, lui, on peut le citer. Non, des bâtards, lui, en plus, c'est un gâté, les gars. C'est un gâté. Mais du coup, je trouve que c'est genre dommage parce que même demain, tu fais 4000 balles, 5000 balles en solo. C'est déjà tu vois. lourd, frère. Mais c'est déjà trop bien. Tu t'es émancipé du salariat, tu t'es émancipé de la France, tu viens vivre à Dubaï avec 5000, c'est cool. Et en fait, le problème, c'est que vu que tu vois des mecs qui sont extérieurs, c'est une réaction en chaîne de merde où tout le monde veut fake, tout le monde veut fake. Et ça, tout le genre, monde est c'est- obligé de dire, je peux Ouais. plus, je peux plus. D'une, c'est débile. De deux, ça te rend malheureux. Et c'est aussi un peu le downside de Dubaï, c'est que t'as du fake, t'as aussi du vrai, t'as des gens qui gagnent extrêmement Ah bien ouais. ta vie, et que si t'es quelqu'un qui est dans la comparaison, malheureusement, Ah, tu vas pas c'est être compliqué heureux, hein. d'être vraiment pleinement heureux. Ah ouais. Tu vois, parce qu'au final, tu seras jamais le meilleur, quoi. Et si ton goal dans la vie, c'est d'être le meilleur et de gagner plus que l'autre, Bah, frère, faut falloir que t'achètes quelques je plus pense de que même pétrole, si quoi. on va bien closer, hein, comme on parlait tout à l'heure, quand on s'est dit pour combien on y va, Ah, frère. bah on sera quand même des petits, quoi, tu vois. Ah, mec, on sera toujours pas à côté on de ces sera gars. très très petit. Et donc du coup le problème c'est que si t'es dans ce truc de comparaison, qu'en plus de ça tu captes pas que la plupart c'est du fake, mais pas du tout, mais t'as raison, genre, et même, et tu sais quoi, peu importe ton âge, si demain t'as 40 piges, que ton rêve c'était de t'émanciper du salariat, ou que t'étais déjà entrepreneur, mais que tu réussis enfin, t'arrives à vivre, faire des, je sais pas, 2, 3, 4, 5 cas, en kiffant, parce que je pense que c'est le but de tout ça, enfin, moi j'ai souvent dit, genre, il y a personne qui dit l'entrepreneuriat est mieux que le salariat. Hein. Moi, j'ai des amis qui sont dans le monde salariat à Dubaï, qui kiffent leur life. Qui kiffent leur life. Bien sûr. Et en plus, ils ont une ascension parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Ils ont une qualité de vie qui fait que, bah frérot, quand t'as quitté le bureau à 18h, mec, ton téléphone, tu vois, on t'appelle du boulot, t'en as rien à foutre, quoi, tu vois. Personne qui répond à ça. Nous, on est un peu prisonniers de notre truc, quand même, tu vois. On l'accepte et on le kiffe, tu vois, mais c'est la vérité. Donc, il y a aussi plein de points positifs dans la vérité. Juste sois aligné avec ce que tu fais. Et fais-le avec le kiff. 95% des gens ne font pas l'effort stratégique avant de lancer un business. Et je le sais parce que même nous, on a été le premier exemple, tu vois. À ton avis? Parce qu'ils sont cons. Parce qu'on leur a pas. Ils ont l'impression que ça aura pas de sens. On leur a dit que c'était facile. Ouais. On leur a dit, fais ça, c'est facile. Ouais. Tu vas voir, ça va marcher. On leur a pas dit de réfléchir. Comment tu réfléchis? Comment tu crées une strat pour une boîte? Je vais me poser tout un tas de questions. Déjà, je vais poser beaucoup de questions à la personne qui a créé cette boîte. Et c'est quoi les bangers un peu? C'est quoi les grosses questions qu'il faut avoir en tête pour commencer à constituer une strat qui fait sens? Moi, déjà, ce que je veux savoir, c'est d'où elle vient et où est-ce qu'elle veut aller et pourquoi. En fait, j'aurais dû le faire avec Max Dorville, ce podcast. Il y a trop de complicité. Mais tu sais, déjà là, si j'ai le meaning, si j'ai le sens et que je sais pourquoi elle veut aller là, déjà, je me crée des chemins neuronaux qui sont déjà différents de si elle me dit genre juste, ouais, on a créé ça, puis on veut faire 5 millions. Ok, super, pourquoi tu veux le faire? Donc ça, c'est la première question que je pose. Et puis après, ouais, c'est quoi l'écosystème qu'ils ont? C'est quoi l'offre qu'ils ont? À qui ils s'adressent? Est-ce qu'ils connaissent leurs putains de clients? Comment ils les connaissent? Moi, je veux que tu aies l'impression d'être chez eux avec eux, quoi, en fait. Il y a des choses que tu connais pas d'eux, va le chercher. Et là, ce sera... C'est fou, j'étais encore avec des clients la semaine dernière. Ils disaient, on veut lancer telle offre. Je fais, ok, c'est pour qui? Ah, bah, je sais pas trop. Bah, attends, on va travailler là-dessus, déjà. Tu passes du temps à décrypter, c'est quoi les émotions, c'est quoi qu'est-ce que vivent les gens, en fait. Putain, on apprend à définir c'est quoi un avatar, c'est quoi les trucs. En fait, c'est scolaire. Genre, c'est quoi la vie des gens? On est encore en train de parler de vie, on passe 1h30 à parler ensemble sur c'est quoi la vie. Bah, quand tu t'adresses à des clients, les clients ils vont acheter quoi? Ils vont acheter l'émotion qu'ils vont avoir quand tu vas leur parler de leur vie. Mais je me permets de te couper. C'est pour ça que je trouve que le closing, c'est une super base en fait pour créer des business. C'est qu'en fait, quand tu comprends un appel de closing, tu comprends en fait comment les gens réfléchissent. Tu comprends en gros toute cette idée de j'ai une situation. Dédicace au pompier ou je sais pas quoi. Ça va être Romain encore là, qui essaye de faire un drift. Avec sa smart, il arrive en smart ce matin. Non mais tu comprends du coup, c'est quoi la situation initiale d'une personne, vers où elle veut aller, c'est quoi le gap qui existe entre les deux, émotionnellement il se passe quoi, du coup quelle offre je dois proposer à ce type de personne-là. Puis après tu rencontres d'autres gars qui ont des business cash flow, tu vois. Parce que moi en fait je pense que c'est beaucoup surtout par rapport aux relations que t'as. Parce que moi j'ai que des relations valo qui sont en France, donc j'ai des potes qui me parlent que de ça. Et après, en fait, il suffit que tu rencontres quelques Dubaïotes,
qui me parlent un peu de leur business cash flow. Je suis allé une semaine chez lui, tous les matins il se réveillait à 10h. Frérot, je pars à Dubaï. Et il en peut plus, tu vois, que dès qu'il paye un bail, il paye x2, tu vois, dès qu'il paye en perso. En fait, c'est ça, c'est en fait, la valo c'est cool, mais en fait là je suis plus aujourd'hui vraiment, parce que j'ai les deux relations, j'ai les relations Dubaï et les relations françaises. En fait je me dis il me faut un truc hybride. Je suis en entre deux. Ouais, je suis en hybride. Je suis full hybride. C'est pour ça que j'ai mon agence marketing digital, qui a une valo certaine en France, etc. Et même si je m'expatrie en vrai, je la laisserai en France. Parce qu'il y a des salariés, il y a des gens qui vivent grâce à cette boîte et tout, tu vois. Ça c'est lourd. Par contre j'arrive sur des business cash flow, donc l'infoprenariat principalement, en fait j'ai que ça en cash flow. Et ça, effectivement, quand t'as un business cash flow et que t'es en France, c'est un bad calcul en vrai. Le calcul, il est bad. Parce que déjà, il y a plusieurs trucs. Mais tu vois, j'ai des potes en France qui sont dans l'infoprenariat. Tu vois, ils payent 20% de TVA. Déjà, ça te met une petite claque dans la nuque. Là, ça te détend. C'est pas exonéré de TVA en France ? En fait, si, ça dépend. Moi, mon centre de formation, il est exonéré de TVA. Je paye pas la TVA. Par contre, il y a certains centres sur certaines thématiques, je pense au trading ou trucs comme ça, où là, ils payent les 20%. Et ouais, là, t'as 20% qui part. Ensuite, donc, sur une build à 1000 balles, il te reste 800 balles dans ta boîte. Sur 800 balles, après, c'est ça le truc de fou avec vous. Parce que nous, on reçoit 800 balles dans la boîte si on veut le mettre en perso. Déjà, il faut déclarer le l'IS, ils reprennent 25%. Et après, si tu veux le mettre dans ton compte perso, là, ils te reprennent 30%, tu vois, sur la flat tax. Donc, il te reste quoi ? Il te reste 500 balles. Et après, tu payes de l'impôt sur le revenu là-dessus. Donc il te reste 400 € sur ta build à 1000 €. Donc tu vois, ça rend fou. Et tu te sens comment à la fin ? À la fin, tu vois, quand tu prends du popper, c'est que t'as un trou de fond comme ça, mon ref. Bah la vérité, c'est la même chose. Non mais tu vois, ça rend dingue. Et surtout quand tu vois tes potes qui sont à Dubaï, ils reçoivent 1000 balles. Enfin, Dubaï, Panama ou n'importe où. Ils reçoivent 1000 €. Tu t'es buté, t'as sué, etc. pour avoir cet argent-là. Et ils arrivent, ils font des dépenses personnelles. Du style, je sais pas, acheter un bracelet qui plaît, etc. Et ils peuvent l'acheter avec cet argent-là. Et qu'en France, c'est des choses, genre tu te fais soulever direct.